Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans le 20h. Voici les titres de ce lundi 4 décembre. La 19e conférence internationale sur le sida et les maladies transmissibles en Afrique s'est ouverte ce matin à Abidjan en présence du chef de l'État Alassane Ouattara. ICASA 2017 accueille plusieurs délégués décidés à réaliser une Afrique sans sida en 2030. Les premières dames d'Afrique sont aussi engagées dans le combat contre le sida. Elles ont tenu une réunion en marge de la conférence sur le sida et les IST. La première dame, Dominique Ouattara, ambassadrice spéciale de l'ONU-SIDA, appelle à l'éradication de la pandémie. Les travaux de réhabilitation du chemin de fer Abidjan-Ouaga-Kaya vont démarrer. Ils ont été lancés ce lundi par les ministres ivoiriens et burkinabés des Transports. Ces travaux permettront de développer les services de transport de marchandises et de voyageurs par train. Enfin, au Yémen, l'ancien président Ali Abdallah Saleh a été tué lors de combats dans la capitale Sanaa. L'information a été donnée par les rebelles Houthis. Ces derniers lui ont tourné le dos après sa main tendue à l'Arabie Saoudite. Soyez les bienvenus sur RTI1. La Côte d'Ivoire accueille depuis ce matin la plus grande conférence sur le sida et les maladies transmissibles en Afrique. ICASA 2017, la 19e conférence internationale s'est ouverte en présence du chef de l'État, Alassane Ouattara. Les délégués issus de 150 pays s'engagent à réaliser une Afrique sans sida, à savoir 0 nouvelle infection, 0 cas de sida, 0 décès d'ici à 2030. Le reportage de Viviane Aïmé. Si, lors de sa tenue pour la toute première fois en terre ivoirienne en 1997, ICASA se déroulait dans une atmosphère d'inquiétude et de peur due à la gravité du fléau que représentait la pandémie du sida, 20 ans plus tard, cette 19e édition de ICASA, qui se tient à nouveau ici à Abidjan, s'est ouverte ce lundi dans une atmosphère d'espoir, en présence de milliers de participants venus de toute l'Afrique et en présence des plus hautes autorités ivoiriennes et d'illustres invités. Le président de la République Alassane Ouattara et son épouse, la première dame de Côte d'Ivoire Dominique Ouattara, engagés dans la lutte contre le sida pédiatrique, plusieurs premières dames d'Afrique, membres de l'OPDAS, l'organisation des premières dames d'Afrique contre le VIH-Sida, invité spécial de cette 19e édition d'ICASA, le président ghanéen Nana Akufo-Addo, était représenté par la ministre de l'Aviation du gouvernement ghanéen. Présent également à cette autre ICASA en terre ivoirienne, le président Henri Konan Bédié, qui avait présidé en qualité de président de la République de Côte d'Ivoire la cérémonie d'ouverture de cette grande rencontre sur le sida qui était organisée pour la première fois en Côte d'Ivoire en 1997. Il était accompagné de son épouse. ICASA 2017, la 19e édition de la conférence internationale sur le sida et les infections sexuellement transmissibles en Afrique, s'est donc ouverte dans une atmosphère marquée par l'espoir d'une fin possible du sida mortel en Afrique. Une échéance est fixée, l'horizon 2030. Les différentes allocutions ont salué la réduction des taux d'infection et aussi une meilleure disponibilité des traitements. Le témoignage de la jeune Asseta Ouedraogo se voulait la confirmation des progrès enregistrés. Je suis une personne vivante avec le VIH depuis ma naissance. Ma mère en est décédée en 2003. M'adressant à la jeunesse vivante avec le VIH, battez-vous pour vivre, car le VIH ne doit plus vous éloigner de vos ambitions. Comme vous le voyez, je suis là, devant vous, jeune, bien portante, sous traitement et bien suivie, parce que j'ai eu la chance d'y accéder. Vous avez en vous les capacités physiques et intellectuelles pour fonder une famille et réaliser vos rêves. Ne baissez jamais les bras. Tous les intervenants sont unanimes sur la nécessité d'intensifier les efforts. Cette régression progressive du sida en Afrique est due aussi pour une grande part à l'action des organisations non gouvernementales qui œuvrent sur le terrain. Si la parole ne leur a pas été donnée nommément, elles ont su tout de même se faire applaudir. Ainsi, pendant 6 jours, à travers ateliers et panels, tous les participants échangeront leurs expériences pour faire avancer un peu plus la lutte
sur le continent. Voilà, une Afrique sans sida à l'horizon 2030. C'est donc l'objectif affiché par les différents participants à cette conférence internationale. Tous saluent les efforts déployés sur le continent pour enrayer la pandémie du sida. On retrouve Viviane Aimé. Plusieurs allocutions au cours de la cérémonie d'ouverture. Vice-présidente d'ICASA 2017, la ministre ivoirienne de la Santé, Raymonde Goudou Kofi, a souligné les progrès enregistrés en Côte d'Ivoire en matière de réduction de la contamination. Un demi-siècle après la découverte du VIH, notre réponse à l'épidémie du sida a connu de nombreuses avancées. Le diagnostic se fait désormais avec des méthodes plus simples et fiables. En effet, de 1997 en 2008, le traitement antirétroviral exigeait 6 à 8 prises par jour, avec un suivi médical mensuel. Depuis 2010, le traitement est adapté aux patients avec un comprimé par jour et un suivi médical trimestriel avec un stock de sécurité thérapeutique. La couverture du traitement antirétroviral est croissante et l'espérance de vie des personnes vivant avec le VIH a considérablement augmenté. Et je voulais simplement vous dire qu'en Côte d'Ivoire, sous l'égide de son Excellence Monsieur le Président de la République, la prévalence de la Côte d'Ivoire est, depuis 2016, à 2,7%, et cela après les statistiques et les données de l'ONU-SIDA. Pour plus d'efficacité dans la lutte contre le sida sur l'ensemble du continent africain, il est nécessaire de partager les expériences. Pour le président de la Société africaine anti-sida, Dr Iyab Ahmed Abdelrahman, qui est aussi le président de cette 19e édition, ICASA offre une plateforme pour renforcer les partenariats. Le directeur exécutif de l'ONU-SIDA, Michel Sidibé, a déclaré pour sa part avec confiance: le sida est encerclé de toutes parts. Il a félicité le président de la République, Alassane Ouattara, pour l'engagement dont il fait montre dans ce combat. Je voudrais particulièrement remercier mon grand frère Alassane Ouattara, président de la Côte d'Ivoire, pour sa ténacité, sa clairvoyante autorité et son incessant combat pour le droit de la santé pour tous. Il y a, en effet, exactement 20 ans, nous nous réunissions ici à Abidjan. Cette année-là, nous venions d'assister, impuissants, à la mort de 2,3 millions de personnes. Les traitements existants étaient réservés aux pays riches. L'activisme, l'engagement communautaire, la volonté politique, la mobilisation et la science ont permis d'atteindre des résultats remarquables, spectaculaires, je dirais. Nous avons aujourd'hui une baisse de la mortalité due au sida de 50% en Afrique. Nous avons une réduction des nouvelles infections de 45%. Nous avons une baisse de nouvelles infections chez les enfants de 66%. Madame la Première Dame, je vous remercie pour votre combat et votre engagement pour ces enfants. Invité spécial, le président ghanéen Nana Akufo-Addo, son message a été lu par sa représentante, la ministre ghanéenne de l'Aviation. Le chef de l'État ghanéen préconise l'utilisation des réseaux sociaux, notamment Facebook, pour une sensibilisation accrue. Dernier à intervenir, le président de la République, Alassane Ouattara. Il a insisté à nouveau sur sa promesse d'augmenter la contribution du gouvernement à la lutte contre le sida en Côte d'Ivoire à hauteur de 21 milliards de francs. Un effort salutaire au regard des nombreuses charges du gouvernement. Le président de la République a en outre évoqué des pistes de réflexion pour une meilleure prise en charge du sida en Afrique. La Côte d'Ivoire, à l'instar des autres pays du monde, notamment ceux de la région ouest africaine, a décidé de prendre toute sa place dans la définition des politiques et stratégies, ainsi que des moyens innovants capables d'aider nos États respectifs à infléchir la tendance de cette pandémie. J'ai décidé de porter la contribution de l'État de Côte d'Ivoire à 21 milliards de francs CFA, soit environ 38 millions de dollars de 2018 à 2020. Il est important que la question de la santé des jeunes et des adolescents soit au cœur de vos réflexions, chers participants. Un autre défi demeure, c'est le phénomène migratoire, qui peut constituer également
une source de propagation du VIH du fait de la promiscuité observée dans les conditions de voyage, mais aussi des abus sexuels subis par les migrants. Photo de famille pour clore la cérémonie d'ouverture. Les discours devaient céder la place aux travaux des spécialistes. Les premières dames d'Afrique sont également engagées dans le combat contre le sida. Elles ont tenu une réunion en marge de la cérémonie d'ouverture de la conférence sur le sida et les maladies transmissibles. La première dame ivoirienne, Dominique Ouattara, ambassadrice spéciale de l'ONU-SIDA, a réitéré son engagement pour l'éradication de cette maladie. Mama Traoré, Abiba Dambélé-Saoui. 6 premières dames ont fait le déplacement d'Abidjan pour participer à ICASA 2017. Ce sont les First Ladies du Congo-Brazzaville, du Niger, du Bénin, de la Gambie, du Belize et de la République coopérative de Guyane. Elles ont ainsi répondu à l'invitation de leur homologue, Dominique Ouattara, première dame de Côte d'Ivoire, marraine de la 19e édition de ICASA. Elles sont aussi présentes pour porter la voix de l'OPDAS, l'Organisation des premières dames d'Afrique contre le VIH-Sida. Si des progrès ont été accomplis ces dernières années, il reste encore du chemin à faire pour atteindre l'objectif d'éradication fixé pour 2030. Chose que les représentants du système des Nations Unies n'ont pas manqué de signifier aux premières dames à l'ouverture des travaux. 20 ans après, la Côte d'Ivoire nous rassemble encore une fois de plus, raffirmer le socle de la contribution toute particulière de notre continent à la fin de l'épidémie du sida. C'est pourquoi je voudrais exprimer la reconnaissance du Fonds des Nations Unies pour la population pour tant de sollicitude pour ce défi toujours redoutable pour le développement de notre continent. Un lien étroit existe, bien entendu, entre la lutte contre le VIH, l'autonomisation des filles et des femmes, la capture du dividende démographique et l'émergence du continent africain. 8 enfants sur 10 n'ont pas accès au traitement. Pourquoi? La plupart d'entre eux n'ont même pas été identifiés en raison du faible accès aux services de dépistage. Et sans dépistage précoce et traitement immédiat, la plupart de ces enfants ne célébreront pas leur 5e anniversaire. Ils sont le visage invisible de cette épidémie. Il est clair que pour réduire le déficit de traitement pour les enfants, il faudra non seulement une intégration efficace, mais aussi le renforcement de l'engagement communautaire en mettant l'accent sur une approche centrée sur la famille. Un tel et triste constat ne peut laisser indifférent l'ambassadeur spécial de l'ONU-SIDA pour la promotion du traitement pédiatrique, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. Je voudrais à nouveau réitérer mon plaidoyer en faveur de nos enfants malades du sida. En effet, le traitement antirétroviral sous sa forme pédiatrique reste encore peu accessible la plupart du temps dans nos pays, car trop onéreux. Et je voudrais profiter de cette tribune pour lancer un appel à nos gouvernements et à nos partenaires afin qu'ils étudient la possibilité de produire des ARV pédiatriques localement, ce qui serait de ce fait beaucoup moins onéreux. Au regard de la prévalence qui est encore trop élevée en Côte d'Ivoire et de l'existence des poches de stigmatisation et de discrimination, la solidarité et l'innovation doivent guider nos démarches pour nous permettre d'atteindre un taux de prévalence à 1%, comme disait le Président de la République, et à 0%, comme le recommandent les ODD. À l'instar donc des Premières Dames, j'invite toutes les organisations féminines à prendre une part active dans la mise en œuvre des projets de lutte contre le sida. Oui, une génération sans sida est possible en Afrique, et nous ne devons ménager aucun effort pour progresser vers cet objectif. L'Afrique unie contre le sida pédiatrique, ainsi se nomme la nouvelle campagne de sensibilisation initiée par les Premières Dames d'Afrique, campagne qui sera présentée à ICASA 2017. Les organisations de la société civile ont exprimé leurs attentes à cette cérémonie d'ouverture sur le sida et les IST. Elles souhaitent être impliquées dans les actions initiées contre le sida pour vaincre la stigmatisation dont sont victimes les personnes vivant avec le VIH-Sida. Ces ONG ont exprimé leurs différentes attentes au micro de notre reporter Franck Quadio.
76 millions de personnes sont infectées du sida dans le monde selon l'ONU-SIDA et 74% des nouvelles infections sont des cas d'adolescents de 15 à 18 ans. Il faut apporter une riposte durable à l'évolution de la maladie. Il y a des acquis, notamment la prise en charge et le traitement ARV, aujourd'hui allégé, mais une épineuse question demeure, celle de l'acceptation et de la stigmatisation. C'est en 1997 que j'ai su mon statut. Quand on se sait séropositif, déjà, il y a le rejet des parents, il y a le rejet des amis, même au niveau même du service, dans le secteur privé. On n'en parle pas. La tribune de la 19e conférence sur le sida d'Abidjan-Ikaza, une occasion de formuler quelques attentes. Demandons à nos dirigeants vraiment de respecter les différents engagements, qu'il n'y ait plus de paroles, qu'il y ait des actions concrètes. Parce que c'est vrai, nous n'avons pas demandé à être infectés, nous sommes infectés et ils ont besoin de nous. Ensemble, nous pouvons y arriver et jusqu'à booster le VIH-Sida. Booster le VIH-Sida hors des frontières. De 2012 à 2016, le taux de prévalence en Côte d'Ivoire a chuté de 3,7 à 2,7%. Pour de nombreuses ONG, la question du financement permettra de mieux réussir le pari. Les questions de financement doivent être au cœur de la réponse aujourd'hui parce qu'avec le développement de l'ONU-SIDA et 390, on parle de dépistage, on parle de traitement, on parle de suppression de la charge virale. Il n'y a rien de vraiment concret sur comment est-ce qu'on donne les moyens aux acteurs de la société civile pour pouvoir répondre efficacement et accompagner les gouvernements dans ce processus-là d'éradication du virus. Des interrogations portées à l'attention des gouvernants et partenaires financiers du système des Nations Unies pour les activistes. Un quart du financement mondial contre le sida devrait être consacré à la prévention. Après les ONG, les jeunes font aussi entendre leur voix à cette conférence. Venus de plusieurs pays d'Afrique, ils ont été reçus par le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi, des Jeunes et du Service civique, Sidi Touré. Ces jeunes veulent être associés à tous les niveaux dans la lutte contre le sida. C'est ce que nous explique Herman Niamien. Ils sont venus du Nigeria, du Bénin, du Togo et du Ghana pour se joindre à leurs frères de la Côte d'Ivoire pour faire entendre leur voix à la 19e conférence internationale sur le sida et les infections sexuellement transmissibles en Afrique, Ikaza. Eux, ce sont les jeunes de l'Afrique de l'Ouest, issus des associations de jeunesse des différents pays cités plus haut. C'est une première pour moi de voir que des jeunes ont été associés en fait, à l'organisation d'un tel événement. D'habitude, on ne fait que nous mettre de côté, on voit seulement ce genre d'éléments à la télé. Je suis vraiment fière en fait, de voir à quel point les mentalités ont changé et qu'on fasse aussi confiance à la jeunesse. Le directeur de la protection de la jeunesse s'est félicité de cette mobilisation des jeunes pour leur prise de conscience, car selon lui, la jeunesse est la frange de la population la plus exposée au VIH-Sida. La Côte d'Ivoire fait partie des 25 pays prioritaires où la prévalence du VIH est excessive en milieu jeune et adolescent. Au moment où ce taux-là se stabilise dans la population nationale ivoirienne, elle monte de manière exponentielle en milieu jeune. Arrivé de l'INJS, l'Institut national de la jeunesse et des sports, où ils sont logés pour le Sofitel Hôtel Ivoire où se tient la rencontre, les jeunes ont été accueillis par le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes et du Service civique. Sidi Touré s'est réjoui de leur participation à cette rencontre. Il a souligné que les initiateurs attendent beaucoup de la participation des jeunes Africains. Voilà, et notez que Ikaza 2017, la conférence internationale sur le sida et les maladies transmissibles en Afrique, ouverte ce lundi 4 décembre à Abidjan, refermera ses portes le 9 décembre prochain. Et la rédaction continuera de vous faire vivre cet événement en vous proposant une série de reportages dans les différentes éditions. Le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, et le ministre Diakité Sidiki de l'Intérieur et de la Sécurité étaient face à la presse aujourd'hui. Ils ont fait le bilan de la sécurisation du 5e sommet Union africaine-Union européenne tenu ici à Abidjan les 29 et 30 novembre dernier. Bilan jugé positif par les deux ministres. Après la tenue du 5e sommet Union africaine-Union européenne qui a enregistré 5000 participants, dont 83 chefs d'État et de gouvernement de 55 pays d'Afrique et 28 d'Europe. Le ministre d'État, ministre de la Défense et celui de l'Intérieur et de la Sécurité dressent le bilan de la sécurisation du dit sommet. De façon générale, le bilan a été positif puisque ces opérations se sont bien déroulées
et sans incident majeur. Tout à l'heure, nous avons ensemble tenu à adresser toutes nos félicitations aux hommes, à l'armée, à la gendarmerie nationale, à la police nationale pour ce travail bien accompli. Je voudrais les féliciter toutes les forces pour leurs efforts, la synergie d'action, et on les a encouragés à continuer. Je pense que le président de la République aura, à l'occasion du prochain Conseil des ministres, des mots à adresser à l'ensemble des forces pour avoir relevé le défi de la sécurité avant et pendant ce grand forum qui a mis en lumière la Côte d'Ivoire, qui a montré à quel point les Ivoiriens étaient capables de faire face à tous les défis. Les deux ministres ont également félicité la population pour leur comportement citoyen durant ce sommet. Ce sont environ 15 000 policiers, gendarmes et militaires qui ont été mobilisés pour la réussite de cet événement au bord de la lagune Ébrié. Reportage réalisé pour vous par Ahmed Traoré et Issa Tchonayeo. Ce sommet UAUE a des retombées. Des députés européens et des producteurs de bananes et de fruits divers de Côte d'Ivoire et d'ailleurs ont visité les bananeraies de Nieki dans la région de Songon. Il s'agit pour les eurodéputés de s'assurer de la santé de la filière banane et de son importance dans la sédentarisation des populations rurales. Noël Nyagno. Nieki, nous sommes dans la sous-préfecture de Songon, à une trentaine de minutes d'Abidjan. Les eurodéputés de la commission développement, les acteurs de la filière banane de Côte d'Ivoire et d'ailleurs, sont sur le périmètre des 1300 hectares de plantations de bananes dessert, noyés par les pluies diluviennes de 2014 et sauvés des eaux par le financement de l'Union européenne. Cela à travers le MAB, mesure d'accompagnement banane d'un coût d'environ 29 milliards de francs CFA. Premier fait notable, le phénomène de l'inondation est solutionné. En 2017, nous avons reçu au moins 30% d'eau en plus par rapport à ce qu'on a eu en 2014. Effectivement, nous n'avons pas été inondés. Il y a des actions de sécurisation des digues, il y a des actions de renforcement des capacités de pompage et des actions aussi de surveillance du niveau des eaux, aussi bien dans la plantation qu'en dehors de la plantation. De plus, les 1300 hectares de bananeraies détruits ont été réhabilités. 1200 emplois directs maintenus, le cadre de vie des travailleurs amélioré. La filière banane de Côte d'Ivoire s'est repositionnée et les producteurs ivoiriens sont redevenus premiers exportateurs des ACP avec plus de 24% de l'offre en 2015 et 2016. Vivre par eux-mêmes les acquis de la réhabilitation des plantations et les réalités de la production de la banane dessert a conduit les eurodéputés dans les plantations, dans l'usine de conditionnement, pour toucher du doigt l'industrie manufacturière de la banane dessert. Pour produire de la banane, il faut des employés. Mais pour avoir des employés, il faut des services. Il faut un hôpital, il faut des dispensaires, il faut de l'éducation. Une bananerie crée un village, fait vivre un village. Conclusion, la banane dessert n'est pas que douce. D'un côté, nous avons nos plantations de bananes qui fixent les jeunes. Ces mêmes plantations créent des emplois. Et au moment d'arriver au stade du transport, ce sont des bateaux européens qui viennent transporter la banane, qui est débarquée par des dockers européens, qui est mûrie dans les mûrisseries européennes, qui ensuite est distribuée par des grossistes et des détaillants européens. Donc la banane crée des emplois des deux côtés de la Méditerranée. Voilà qui milite en faveur du maintien du secteur de la banane dessert parce que porteur d'espérance. Il faut plus d'entrepreneurs, d'entreprises internationales et nationales qui viennent s'installer, qui doivent vraiment s'occuper aussi des gens qui travaillent dans le système. La filière banane, c'est 12 000 emplois directs, 4 000 emplois indirects et elle fait vivre 60 000 personnes. Grand Bassam aura bientôt son lycée d'excellence. Le vice-président Daniel Kablan-Duncan a procédé aujourd'hui à la pose de la première pierre des travaux de construction. Ce lycée, fruit de la coopération ivoiro-chinoise, sera bâti sur une superficie de 10 hectares. Il accueillera près de 1000 élèves. Ce projet s'inscrit dans la politique de mise en œuvre de la réussite pour tous dans un système éducatif de qualité en Côte d'Ivoire. Le reportage d'Eman Guivé dans nos prochaines éditions.
Le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire a reçu en audience ce lundi le représentant spécial du secrétariat général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et du Sahel, Guillaume Soro et Ibn Chambas ont abordé plusieurs sujets dont la question de l'assistance que les Nations Unies entendent apporter au Parlement ivoirien. Michel Digri. Le président du Parlement ivoirien et le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel ont essentiellement abordé trois sujets. Les progrès économiques enregistrés ces dernières années par la Côte d'Ivoire, l'entrée du pays au Conseil de sécurité de l'ONU et enfin l'assistance que souhaiteraient apporter les Nations Unies au Parlement ivoirien afin de consolider la démocratie dans le pays. L'Assemblée nationale est toujours une institution très importante dans une démocratie. Donc on a échangé comment les Nations Unies peuvent continuer de travailler avec l'Assemblée nationale, renforcer sa capacité de jouer pleinement son rôle en Côte d'Ivoire, parce que nous sommes tous contents le progrès de ce pays, un pays clé dans la région ouest africaine. En janvier, la Côte d'Ivoire sera membre du Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc ça aussi c'est une autre opportunité de renforcer la relation entre la Côte d'Ivoire et les Nations Unies. On parle aussi politique dans ce 20h avec le PDCI RDA qui veut rajeunir sa politique de communication. Le parti entend désormais se mettre à l'ère du numérique et des réseaux sociaux pour gagner la bataille de la communication. Et bien pour y arriver, la direction de la communication du PDCI a organisé aujourd'hui un séminaire pour peaufiner sa stratégie, comme nous l'explique Michel Digri. Comment réussir à relever le défi de la mobilisation ? Comment amener les dirigeants et les décideurs de notre parti à se laisser séduire par le formidable monde d'opportunités politiques que la communication et ses nouveaux instruments offrent à leurs adeptes? Autant de défis à relever par le PDCI RDA qui, le temps d'un séminaire, entend tracer les sillons d'une communication plus efficace. La communication est devenue un couteau à double tranchant. Elle est au cœur de toutes les stratégies de lutte et de combat. Une victoire, un succès ne peuvent se concevoir sans une communication appropriée. Pour le président du PDCI RDA, il est plus que nécessaire de doter le parti d'une communication qui tient compte de l'évolution du numérique et des réseaux sociaux. Les technologies de l'information et de la communication se sont diversifiées ces dernières décennies par de nouveaux outils, transformant ainsi notre monde en un véritable village planétaire. C'est dans cet environnement du numérique que vous avez décidé de mener une réflexion pour permettre à notre parti d'épouser l'ère du temps. Cette refonte de la communication du PDCI vise à conquérir un électorat plus jeune, mais aussi à gagner la bataille de la communication tant sur le plan national qu'international. On en arrive aux travaux de réhabilitation et de modernisation du chemin de fer Abidjan, Ouaga, Kaya qui vont démarrer. Ils ont été lancés ce lundi par les ministres ivoiriens et burkinabés des transports. Ces travaux permettront de moderniser et de développer les services de transport de marchandises et de voyageurs par train. Ils vont coûter 262 milliards de francs CFA. Mamadou Kwasi. Longtemps annoncé, longtemps attendu. Le projet de réhabilitation et de modernisation du chemin de fer Abidjan-Ouagadougou jusqu'à Kaya devient une réalité. Ceci avec la pose de nouveaux rails par les ministres ivoiriens et burkinabés en charge du transport, soutenus par le ministre de l'intégration africaine des Ivoiriens de l'extérieur et celui en charge des infrastructures économiques. Ce projet d'une durée de 8 ans sera réalisé en 2 phases de 4 ans par le groupe Bolloré. Les travaux d'un coût global de 262 milliards de francs CFA permettront de moderniser et de développer le service de transport des marchandises et des voyageurs par train. La première phase de 4 ans qui commence maintenant et qui se termine en 2021
et qui permet d'investir 85 milliards sur les voies ferrées et environ 70 milliards sur des locomotives, des wagons, des voitures voyageurs. Et d'ailleurs, vous verrez très probablement les premières locomotives qui arrivent déjà d'ici 2 mois environ. Le ministre burkinabé en charge du transport se félicite du lancement des travaux longtemps attendus par les 2 gouvernements, car pour lui, cela va booster les activités économiques de la Côte d'Ivoire ainsi que celles du Burkina Faso. Pour le Burkina Faso, indiscutablement, le chemin de fer joue un rôle irremplaçable. Aussi, bien sûr, le plan des échanges commerciaux, des importations et exportations, mais aussi sur le plan de la mobilité interne et internationale. Le chemin de fer représente pour nous un potentiel élevé de développement qui nécessite que les contraintes de développement logistique soient articulées aux contraintes de développement local et national. La réhabilitation de cette ligne ferroviaire, vieille de 113 ans, s'imposait selon le ministre des Transports, Amadou Koné. Car le fondement du pont de Dimbokro, il y a 2 ans de cela environ, est la preuve selon lui de l'urgence des travaux de réhabilitation. Premièrement, ce sont des travaux qui permettent d'accroître les capacités en termes de transport de fret. Deuxièmement, qui permet aussi de transporter beaucoup plus de personnes dans de meilleures conditions. C'est un lancement qui est important, Abidjan, Ouagadougou, Kaya, mais c'est toutes les villes, toutes les petites villes et toutes les gares qui sont traversées auxquelles donc cet investissement va profiter. À la fin de la première phase des travaux, le trafic permettra de réaliser 1 million de tonnes de marchandises et de transporter 250 000 passagers par an, avec une vitesse du train qui passera de 40 km/h actuellement à 120 km/h. Il faut rappeler que le trafic sera assuré durant les travaux, a annoncé le ministre ivoirien burkinabé en charge des transports. Dernière escale de ce 20h, le Yémen, où le président Ali Abdallah Saleh a été tué lors de combats dans la capitale Sanaa. L'information a été donnée par les rebelles Houthis. Ces derniers lui ont tourné le dos après sa main tendue à l'Arabie Saoudite. Le président du Yémen, Mansour Hadi, a ordonné à ses troupes de reprendre Sanaa, la capitale. Merci de votre aimable attention et je vous retrouve avec le même plaisir demain à la même heure.